Pendant que le monde discute de l'avenir de la planète à la COP22 à Marrakech, les autorités new-yorkaises s'inquiètent de la montée des eaux qui entoure Manhattan, un phénomène naturel, conséquence du réchauffement climatique. Un plan de sauvetage est prévu pour les prochaines semaines. Plus de détails tout de suite dans ce reportage. J'avais un pavillon d'un étage ici et juste à côté, il y avait des constructions du même type. Jusqu'en 2012, Joe Tyrone était propriétaire d'une maison ici, dans le quartier new-yorkais de Staten Island, jusqu'à l'arrivée de l'ouragan Sandy. Il y avait 3,5 mètres d'eau à l'extérieur et plus de 2 mètres à l'intérieur. Et toute la maison a été détruite. Construite sur les rives de l'Atlantique, la maison de Joe n'a pas survécu à cette énième inondation. Ces tempêtes violentes, autrefois espacées de plusieurs dizaines d'années, sont arrivées 2 fois, en 2011 et 2012. Une fréquence qui a convaincu Joe et ses voisins de ne pas reconstruire après Sandy. En 2011-2012, une nouvelle réalité s'est mise en place et une partie de cette réalité est le changement climatique. Et ce n'est pas quelque chose qui n'arrivera pas avant 20, 30 ou 100 ans. Ça va arriver à nouveau. La reconnaissance de cette réalité a permis de nous faire racheter nos maisons. L'État a racheté les propriétés au prix d'avant le désastre. Les maisons alentours qui ont survécu sont désormais vides car la zone est considérée impossible à protéger. Mais au cœur de New York, la réponse est différente. La ville abrite certaines des propriétés les plus chères du monde. Pas question d'abandonner la zone, même si le niveau de la mer devrait monter de près de 2 mètres à la fin du siècle. Daniel Zarilli est en charge de la gestion du changement climatique pour la ville. New York ne se déplacera pas dans les terres. New York restera où elle est, là où elle s'est construite ces 400 dernières années. Et elle est ici car c'est la porte d'entrée de l'Amérique. La ville envisage aujourd'hui un système de terrassement et de murs surnommé le Grand U, qui entourera le bas Manhattan, abritant Wall Street. Il faudra également surélever des infrastructures essentielles. Ce plan d'action contre le changement climatique a été doté d'un budget de 20 milliards de dollars. Malgré le large soutien politique pour le projet, l'élection d'un climato-sceptique à la Maison-Blanche pose la question de l'avenir de la gestion du changement climatique. Alors on l'a vu dans le reportage, le réchauffement climatique impacte donc directement le niveau des mers et outre New York, d'autres grandes villes sont menacées par la montée des eaux. Jonathan Serrero. Oui Valérie, d'après toutes les études effectuées donc ces derniers mois, des villes comme Durban, Londres, Bombay et donc aussi New York, on vient de le voir, pourraient être ensevelies sous les eaux et cela peu importe si le monde parvenait à limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés. Disons qu'en cas de limite à ce niveau de température, moitié moins de personnes seraient concernées par ces montées des eaux. D'après un rapport de l'Institut américain Climate Central, si la température terrestre augmente de plus 2 degrés, 280 millions de personnes seraient obligées de plier bagages et de quitter les villes touchées. Si la température augmente dans ce cas-là de 4 degrés, de plus 4 degrés, c'est au total 600 millions de personnes qui seraient impactées. Et on va constater tout de suite sur ces images les dégâts que cela engendrerait. On en a imaginé d'ailleurs Durban, Bombay, Londres et New York sous les eaux. Cela se passe de commentaires. Ouais. Des zones piétonnes entières se retrouveraient complètement englouties sous les eaux. Oui Valérie, totalement inondées, voire plongées sous les eaux et donc inhabitables. Bon, et New York et Londres justement sous les eaux, c'est prévu pour quand, Jonathan? Alors là, ça dépend de l'avancée des mers et des océans. Cela peut prendre entre 200 ou 2000 ans. Et d'après les experts, la totalité des glaces de la Terre aussi, soit 21 millions de kilomètres cubes, pourrait disparaître d'ici 5000 ans. Le pire est que le phénomène est en tout point inéluctable en raison du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Si la température terrestre augmente de plus 4 degrés, les océans gagneront 8,9 mètres. Un réchauffement de 3 degrés, c'est 6,4 mètres. 2 degrés, 4,7 mètres. Et 1,5 degré, 2,9 mètres. Et la principale victime, le pays qui serait le plus touché, ce serait la Chine, le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Une augmentation de plus 4 degrés de la température terrestre concernerait un territoire chinois peuplé de 145 millions d'habitants, c'est beaucoup. Dans le même cas, les États-Unis verraient la Floride et la Nouvelle-Orléans disparaître. Il faut savoir aussi que depuis la révolution industrielle, la température terrestre a augmenté de 0,8 degrés et le monde
s'est engagé l'année dernière à la COP21 de limiter cette température terrestre à 2 degrés. Alors justement, que fait-on pour empêcher ce réchauffement naturel climatique? Eh bien, on prend soin de son écosystème, ou on fait comme ces artistes londoniens qui ont imaginé un opéra sur le thème de Londres, sous les eaux au quotidien, une performance de 6 heures jouée cet été dans la capitale britannique et qui est censée interpeller la population sur les dangers du réchauffement climatique. On écoute tout de suite le directeur artistique de la troupe. J'espère que cette performance va pousser le public à penser à long terme, qu'ils se rendent compte que notre quotidien est désormais menacé par ces changements qui auparavant prenaient des dizaines de milliers d'années, mais qui aujourd'hui se font en quelques décennies. Impressionnant. Et autre pays à être menacé par la montée des eaux, c'est les Pays-Bas. Pour se protéger des tempêtes et des inondations, le pays s'est doté d'un réseau unique de digues, de barrages et de ponts, au point qu'aujourd'hui, la Hollande est devenue une référence mondiale dans le domaine. Regardez. Du littoral jusqu'au cœur des villes, l'eau est omniprésente aux Pays-Bas. Et pour cause. Environ la moitié des Néerlandais vivent dans des terres situées sous le niveau de la mer ou présentant des risques d'inondation. Sans leurs 17 500 km de digues, dunes et barrages, les Pays-Bas seraient en marée et non la 5e économie de la zone euro. En 1953, des inondations meurtrières ont fait plus de 1800 morts. Les Pays-Bas ont su en tirer les leçons et aujourd'hui, ils peuvent se targuer d'être le delta le plus sûr du monde. Quand on compare le niveau de sécurité que nous nous imposons contre les inondations, c'est environ 100 fois, voire 1000 fois plus élevé que de nombreux pays. L'Oosterschelde de Kering, par exemple, est un dispositif anti-tempête de près de 9 km de long, capable de sceller l'entrée d'un estuaire en cas de danger. L'eau est un risque, mais aussi une opportunité. C'est exactement ce que les Pays-Bas ont appris dans le passé et apprendront au monde dans le futur. Si on adopte l'eau et cette culture de vivre avec l'eau, on peut aller de l'avant. À l'heure du réchauffement climatique, les protections contre la montée du niveau de la mer et le nombre croissant de tempêtes dévastatrices sont une nécessité aux 4 coins du globe. Et les Pays-Bas sont le poids lourd du secteur. 2500 sociétés néerlandaises sont actives dans le secteur de l'eau, réalisant un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards d'euros. Après le passage dévastateur en 2005 de l'ouragan Katrina, les Pays-Bas ont participé à la reconstruction des défenses de la Nouvelle-Orléans. Ils sont également actifs dans le sud-est asiatique, théâtre de nombreuses inondations meurtrières. On nous sollicite souvent après un incident, après une catastrophe, mais nous plaidons toujours pour un travail préventif. Nous sommes tous touchés par la montée du niveau des mers, par les inondations, qu'il s'agisse des rivières ou de fortes pluies. Il faut réfléchir à des programmes qui vous protègent à long terme. Selon le GIEC, le niveau des océans devrait monter de 26 à 82 cm d'ici 2100. De quoi occuper les Néerlandais aux 4 coins du monde pendant de longues années. Et l'eau vue comme une ressource peut aussi être abordée comme une menace, surtout sur l'île de Kutubdia, qui se situe dans le golfe du Bengale. Les habitants vivant sur les côtes de l'île voient leurs maisons et infrastructures détruites par la montée des eaux à cause du réchauffement climatique. Andrea, racontez-nous. Alors, ce que craignent les habitants de Kutubdia, c'est avant tout la mousson. Ils sont environ 100 000 à habiter sur cette île. Et déjà, quelques milliers voyagent vers les terres et vers les grandes villes pour fuir la montée des eaux. Les scientifiques qui ont étudié la montée des eaux en ont conclu que l'île serait entièrement submergée d'ici 50 ans. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises justement pour les protéger, ces habitants? Alors, effectivement, les autorités ont pris des mesures pour repousser le mal sans vraiment le soulager. Des barrières ont été érigées contre les inondations et des abris anticycloniques ont été mis en place pour les habitants pour qu'ils puissent se réfugier pendant la mousson. Mais malheureusement, les gens les plus riches de l'île partent vers les grandes villes, tandis que les 40 000 insulaires les plus pauvres sont obligés d'aller dans un bidonville appelé Cox's Bazar, qui se situe à 80 km. Il est surpeuplé, et pour ceux qui ne peuvent pas partir, ils sont contraints à rester sur l'île jusqu'à ce qu'elle ne disparaisse. Alors malheureusement, oui, c'est un vrai désastre pour les familles qui doivent quitter leur maison puis revenir après la mousson pour réparer les dégâts. Je vous propose d'écouter une de ses habitantes.
On a construit notre hutte près des digues il y a quelque temps, mais chaque fois qu'il y a des vagues, on doit évacuer parce que c'est inondé. C'est vraiment épuisant. Et en Floride, les graves inondations de l'année dernière ont fait prendre conscience aux habitants de la réelle menace posée par la montée des eaux de la mer. Les autorités doivent revoir leur infrastructure sous peine d'assister à un départ massif des populations présentes au bord des côtes. Plus d'explications dans ce reportage. Cathy s'est installée dans cet archipel au sud de la Floride il y a 19 ans pour vivre en bord de mer. Mais elle n'avait pas prévu de se retrouver littéralement les pieds dans l'eau. Des marées plus hautes que d'habitude ont récemment transformé son quartier en marécage. Cathy craint aujourd'hui que la montée des eaux ne fasse chuter la valeur de sa maison, estimée à 700 000 $. Je pense que personne ne voudrait traverser une étendue d'eau pour venir visiter cette maison. Et personne ne voudrait l'acheter d'ailleurs. Si les îles de Floride sont particulièrement touchées par la montée des eaux, l'immobilier n'y connaît pour l'instant pas la crise. Les ventes de biens ont augmenté de 22% depuis l'année dernière et le prix moyen d'une maison a grimpé de 6%. Pourtant, d'ici 2060, le niveau de la mer devrait monter de plus de 60 cm et le sud de la Floride est particulièrement exposé. Ces communautés vont être affectées à l'avenir par la montée du niveau de la mer. Ils vont payer plus de taxes et vont dépenser plus d'argent pour réparer leurs propriétés à cause des inondations. Et à un moment ou à un autre, ils devront partir. À ce moment-là, leurs biens ne vaudront plus un sou. Les autorités locales sont déjà en train d'adapter les infrastructures face à cette nouvelle menace. Mais selon certains experts, il faudra rapidement imaginer de nouvelles solutions. Pour Doug et sa famille, les conséquences du changement climatique font déjà partie du quotidien. On a dû acheter une nouvelle voiture qui est plus haute pour faire face aux inondations dans le quartier, afin de pouvoir continuer à se déplacer sans abîmer les freins. Surtout que le van de ma femme est bien plus proche du sol. Installé ici depuis plus de 30 ans, Doug n'a aucune envie de quitter sa terre d'adoption. Mais la montée des eaux pourrait bien ne pas lui laisser d'autre choix.